Et au début de tout cela, un homme d'âge moyen Beryl, un jeune homme prénommé Beryl, se concentre sur son entraînement lorsque soudain, son père commence à le critiquer pour son âge avancé et l'absence de petits-enfants. Il devient alors dur envers Beryl, lui reprochant de ne pas avoir la moindre dévotion envers sa famille. Entendant cela, Beryl se rend au dojo, où il est maître depuis une vingtaine d'années, et demande à son père si ses efforts ne sont pas déjà une forme de dévotion. Le vieil homme manifeste alors un certain respect pour les accomplissements de son fils et lui conseille de continuer ainsi. Quant à Beryl, il se demande comment il peut avoir des enfants puisqu'il n'est pas encore marié. Quant à son père, il lui rappelle que Beryl entraîne plusieurs élèves, l'un d'eux devant donc être apte au mariage. Mais, entendant cela, Beryl lui fait comprendre que le dojo n'est pas un lieu de romance, car il est uniquement destiné à l'enseignement de l'escrime. En poursuivant son chemin, Beryl se remémore son histoire dans ce dojo. Depuis son entraînement au sabre en bois jusqu'à aujourd'hui, rien n'a changé. Il poursuit ses efforts avec le même dévouement, car son rêve depuis son plus jeune âge était de devenir un grand épéiste. Aujourd'hui, à l'âge mûr, Beryl estime avoir évolué autant qu'il le souhaitait. Et même s'il ne se considère pas comme le meilleur épéiste du monde, il se croit doué pour l'enseignement. Après tout, nombre de ses élèves ont connu une brillante carrière. De retour chez lui, il s'assoit pour dîner avec sa famille lorsque, soudain, Aluxia, une ancienne élève de Beryl, sonne à la porte. Et lorsqu'il s'assoit pour discuter avec tout le monde, il découvre qu'elle est devenue commandant de l'ordre royal des chevaliers. À ces mots, le père de Beryl le félicitait entraîneur, car c'est lui qui a préparé la jeune fille au poste important qu'elle venait d'obtenir. Quant à Aluxia, elle va droit au but et dit qu'elle est là pour leur annoncer qu'elle a recommandé Beryl comme instructeur spécial pour l'ordre royal des chevaliers, et qu'à leur grande surprise, sa recommandation a été approuvée. Elle sort donc de son sac un document officiel le désignant comme instructeur de l'organisation. En le voyant, Beryl, incrédule, lui demande si elle ne lui fait pas une mauvaise blague. Après tout, il se considère trop dépassé pour former l'ordre. Quant au père de Beryl, il affirme que son fils sera condamné à mort s'il n'accède pas à la requête royale, et il commence donc à faire pression sur lui. Aluxia rassure tout le monde, affirmant qu'il ne subira pas une peine aussi sévère, mais qu'il subira néanmoins de lourdes conséquences s'il refuse la nomination de l'ordre. Cela dit, Aluxia l'informe qu'une voiture les attend pour les conduire à la capitale royale. Beryl est surprise, car elle n'aurait pas imaginé qu'ils agiraient si vite. À ce moment-là, Aluxia lui rappelle que le dojo n'ouvre pas le lendemain, donc son programme d'entraînement ne sera pas affecté s'il reste à la capitale le lendemain. Quant au père de Beryl, il conseille à son fils de se rendre à la capitale au plus vite et d'y trouver une épouse. À peine dit-il cela, il se souvient d'Aluxia et suggère qu'il fasse quelque chose. Beryl dit alors à son père d'arrêter de plaisanter, car la fille est bien plus jeune que lui. Mais en entendant cette plaisanterie, Aluxia murmure que la différence d'âge ne lui importe pas. Beryl l'entend alors dire quelque chose, mais ne comprend rien, car elle chuchote. Quant à elle, Aluxia se déguise et affirme qu'elle n'a rien dit d'extraordinaire. Après cette conversation, ils se rendent à la capitale en calèche. En chemin, Beryl remarque que la jeune fille possède encore l'épée qu'il offre habituellement à ses élèves diplômés du dojo. Il se réjouit de savoir qu'elle a conservé son épée tout ce temps, mais ajoute qu'une épée provenant d'un simple forgeron de village ne répondra pas aux besoins d'un commandant. Mais en l'entendant dire ces choses, Aluxia le corrige et dit qu'en fait cette épée a été faite entièrement pour elle. Et continuant le voyage, Beryl commence à accent grave, on se demande s'il est vraiment capable d'être un instructeur spécial. Après tout, il a une trop haute opinion de lui-même pour occuper un poste aussi important. Quant à la jeune fille, elle se dit heureuse de savoir que le maître épéiste de la campagne aura enfin l'opportunité de travailler à la capitale. Mais en entendant le terme « maître épéiste », Beryl demande qui est cette personne, ce à quoi Aluxia répond qu'elle parle évidemment de lui. Et voilà, à la nuit tombée, ils arrivent à Baltrin, la capitale royale. Aluxia dépose Beryl dans une auberge. Le lendemain, elle le conduit à l'ordre royal des chevaliers et le présente comme un épéiste extrêmement puissant, à tel point qu'elle-même n'est pas capable de le vaincre. En l'écoutant, Beryl est légèrement effrayé par les descriptions qu'elle fait de lui, car il pense lui-même qu'elle exagère. Après cela, il est invité à prononcer un discours devant les soldats, et il parle avec une certaine incertitude, ce qui laisse certains soldats méfiants quant à ses réelles compétences. Après avoir quitté les lieux, il parle à Aluxia et découvre qu'il n'aura besoin d'entraîner les chevaliers que 3 ou 4 fois par mois, ce qui n'interférera pas avec les cours qu'il donne au dojo de son village. Soudain, Kuruni, une autre ancienne élève de Beryl, arrive en hurlant de joie. Beryl, quant à lui, est heureux de se voir devenu un véritable chevalier. Cependant, la jeune fille lui dit qu'il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais Beryl affirme avoir déjà réalisé le rêve qu'elle nourrissait lorsqu'elle s'entraînait avec lui. Kuruni se dit alors ravi de reprendre ses cours avec lui. De retour chez elle, Beryl rencontre un autre de ses élèves, Randrid, désormais marié et père de famille. Le jeune homme décide alors de retourner au village pour vivre une vie plus paisible, abandonnant complètement son aventure. Le jeune homme se sent un peu mal d'avoir dû mettre un terme à sa carrière
carrière d'aventurier, sachant qu'il appréciait les enseignements de Beryl. Cependant, il estime que poursuivre ce type de travail risqué pourrait lui coûter cher, à lui et à sa famille. En entendant cela, Beryl lui conseille de prendre ses décisions en fonction des souhaits de sa femme. Si elle accepte qu'il quitte la vie d'aventurier, il devrait faire de même. Au cours de la conversation, Beryl découvre que son père a proposé à Randrid de prendre sa place comme maître au dojo, une proposition qu'il n'a apprise que maintenant. Randrid se dit alors prêt à donner le meilleur de lui-même dans cette nouvelle aventure d'entraîneur. Le lendemain, Beryl retourne à la capitale et cherche un nouveau logement. Après tout, l'auberge où il séjournait auparavant est trop chère à entretenir. En entendant cela, Aluxia pense à un autre endroit plus abordable et à sa portée. Après réflexion, elle lui propose de loger chez elle. Cependant, Beryl refuse immédiatement cette offre quelque peu inappropriée. Aluxia, quant à elle, suggère de faire une pause pour manger un morceau. Mais avant qu'ils puissent poursuivre leur plan, un inconnu dans la rue commence à les perturber, affirmant qu'Aluxia, la commandante de l'ordre, se promène avec un étrange homme à l'air lâche. En entendant cela, Beryl se met à transpirer, réalisant qu'elle attire beaucoup de négativité en côtoyant une personne aussi connue qu'Aluxia. Il s'éloigne alors lentement, se cachant le visage. Mais Aluxia reconnaît la personne derrière l'insulte, en l'occurrence une jeune fille nommée Lysandra. Elle s'éloigne alors, laissant la fauteuse de troubles se parler à elle-même. Mais constatant qu'elle est ignorée, Lysandra la suit et s'arrête devant elle. Aluxia lui rappelle alors qu'elle n'a rien à dire, mais Lysandra continue ses insultes, affirmant qu'une personne aussi inconnue que Beryl ne devrait en aucun cas être qualifiée de maîtresse. Et quant à Beryl, il remarque un collier spécifique, il attache la jeune fille au cou et découvre qu'il s'agit d'une aventurière de la classe noire. Quant à la jeune fille, elle observe Beryl de plus près et se souvient qu'il était son maître 20 ans plus tôt. Ce faisant, il force sa mémoire et se souvient qu'elle était une petite fille qu'il avait sauvée et à qui il avait appris l'art de l'épée. Après avoir discuté un peu plus, Lysandra lui demande pourquoi il se promène avec Aluxia. Et remarquant le ton arrogant avec lequel ils ont dit cela, Aluxia l'informe que Beryl est devenu l'instructeur spécial de l'Ordre de la Liberté et comme il a besoin de trouver un endroit où vivre, elle l'aide avec ses questions, car elle connaît la capitale mieux que lui. En entendant cela, Lysandra lui rappelle qu'elle était autrefois négociante pour les aventuriers et qu'elle est donc plus qualifiée pour gérer ses affaires. Au fil des discussions, ils parviennent à lui trouver un logement, mais ils continuent à se traiter comme des chats et des souris, même si Beryl leur demande de s'entendre. Le lendemain, Aluxia ramène Beryl à l'Ordre de la Liberté, où il commencera à former les chevaliers. Soudain, le vice-commandant de l'Ordre, un certain Amblitz Drew, se rend auprès de Beryl et lui propose un duel, afin de s'assurer qu'il est bien un instructeur spécial. Avant le début du combat, Beryl réalise qu'il n'est en réalité qu'un vieil homme sans grande aptitude au combat. Il ne croit donc pas avoir la moindre chance de gagner, mais promet de faire de son mieux pour ne pas perdre trop lourdement, afin qu'Aluxia ne soit pas humiliée pour son soutien. Dès que Amblitz commence ses attaques, Beryl remarque que le garçon est vraiment très fort et possède des coups mortels. Mais finalement, Beryl calcule l'angle de l'épée de son adversaire et parvient à la dévier, puis le frappe au menton, remportant le premier round. Sur ce, tous deux reprennent leur position, et Beryl estime avoir commis une grave erreur d'instructeur en le frappant par accident. Quant à Amblitz, il en déduit que le dernier coup de Beryl n'était qu'une ruse, et promet de mettre fin à tous les pièges qu'il tentera de lui tendre. Durant le combat, Beryl remarque que son adversaire est certes plus fort et plus rapide que lui, mais Amblitz possède des mouvements très linéaires, ce qui les rend plus faciles à prédire. Voyant que rien ne fonctionne, Amblitz décide de faire appel et utilise l'une de ses attaques les plus puissantes, capable de détruire les épées de ses adversaires. Beryl parvient finalement à esquiver l'attaque et frappe légèrement Amblitz dans le dos, remportant ainsi le deuxième round. Après cela, la révolte dans les yeux d'Amblitz disparaît, et il voit enfin Beryl comme un maître digne de tout son respect. Il organise donc une fête de bienvenue pour Beryl, afin de s'excuser de son impolitesse. Sur ce, Amblitz lui demande de révéler le secret qu'il a utilisé pour repousser son attaque. Beryl explique alors qu'elle a simplement égalé sa rotation, et a ainsi réussi à échapper à l'attaque. Pendant ce temps, Andrid parle de lui au père de Beryl, et lui dit qu'il mérite un endroit qui a mieux à lui offrir que ce simple village. Beryl continue son entraînement, et quand elle voit un garçon utilisant une distance très inefficace au combat, Beryl interrompt l'entraînement pour leur apprendre la bonne distance à maintenir en combat, car même si la différence n'est que d'un pas, c'est parfois ce qui fait le vainqueur. Et tandis qu'il enseigne ce concept de base aux deux élèves, les autres disciples commencent à lui prêter toute leur attention, comme si Beryl leur disait la chose la plus importante au monde. Après l'entraînement, Beryl en déduit que les élèves le tiennent en haute estime grâce à son combat contre Amblitz, combat très serré qui, soit dit en passant, a été une véritable source d'inspiration pour eux. Pendant ce temps, Aluxia assiste à une réunion avec l'Ordre de la Liberté, et on lui demande si l'instructeur qu'elle lui a recommandé est à la hauteur. Aluxia leur apprend alors que Beryl a dépassé toutes les attentes qu'elle avait placées en lui. Après la réunion, elle parcourt les couloirs de l'institution en réfléchissant à voix haute et explique que pour maîtriser l'épée, devenir un maître, il est nécessaire d'éviter de devenir commandant. Après tout, ces deux activités lui prennent beaucoup de temps. Pourtant, elle a dû faire ce sacrifice pour sortir Beryl de là où il était. En parlant de lui, elle se souvient de l'époque où elle avait découvert le dojo où il s'entraînait, car ses parents avaient décidé qu'il était temps
pour Aluxia d'apprendre à se protéger. Dès sa première rencontre avec Beryl, Aluxia dit avoir ressenti la gentillesse qui émanait de lui, ce qui s'est confirmé tout au long des séances d'entraînement, où il lui expliquait tout avec le plus grand soin. Après tout, il formait ses élèves pour qu'ils aient les mouvements les plus efficaces possibles. N'ayant jamais suivi ce type d'entraînement, Aluxia a vu tout cela comme une grande nouveauté. Pendant 1 an et demi, son entraînement s'est concentré sur la résistance physique et la pratique de l'escrime. Aluxia est ainsi devenue de plus en plus forte, au point que l'épée est devenue plus légère et plus confortable dans ses mains. De plus, Beryl la félicitait toujours lorsqu'elle progressait dans quelque chose, qu'il s'agisse d'une petite ou d'une grande réussite. Un jour, Beryl l'appelle pour pratiquer quelques mouvements avec lui. À la fin de l'entraînement, il remarque qu'elle est plus à l'écart que ses autres élèves, car au lieu de l'attaquer au hasard, elle choisit le bon moment. Un autre jour, Aluxia et les autres élèves sont emmenés dans un autre dojo, où ils rencontrent des élèves ayant suivi un entraînement différent du leur. Aluxia est alors placée face à un autre élève dans un contexte d'entraînement, mais avant le début du combat, elle remarque que son adversaire a la garde complètement ouverte, ce qui en fait une zone d'attaque mobile. Aluxia échange alors quelques coups avec le garçon, mais l'élimine rapidement, constatant qu'elle a vaincu avec une facilité qui la surprend elle-même. En quittant les lieux, Beryl raconte qu'ils ont vécu une excellente expérience face à des combattants d'un autre style. Cependant, Aluxia remarque que cette expérience lui a permis de réaliser que les élèves du dojo qu'elle entraîne sont bien plus forts que ceux qui suivent un autre type d'entraînement. Cependant, Beryl affirme qu'ils ne sont pas aussi forts qu'ils le paraissent. Aluxia lui rappelle que tous les élèves de son dojo ont vaincu leurs adversaires. Elle ajoute que Beryl a remporté la simulation contre le maître de l'autre dojo. Beryl explique que leurs styles se sont alignés à leur avantage et qu'il ne peut donc pas dire qui est le plus fort. Il demande également à Aluxia de se concentrer sur ce qu'elle a appris en affrontant ses élèves et non sur le vainqueur ou le perdant. En entendant cela, Aluxia ne comprend toujours pas bien ce qu'il dit, mais décide de suivre sa suggestion. En chemin, Aluxia remarque qu'elle a oublié quelque chose dans le dojo de ses adversaires et décide donc d'y retourner pour récupérer ce qu'elle y a laissé. Dans ce cas, les étudiants du dojo prétendent délivrer le un accessoire pour cheveux qu'elle avait oublié là, mais dès qu'Aluxia tend la main pour l'attraper, le garçon qui le tenait le jette et lui dit d'aller le chercher. De plus, le garçon montre sa colère d'avoir perdu à l'entraînement et lui dit qu'elle ne devrait pas avoir l'impression d'avoir gagné le combat simplement parce qu'elle l'a vaincu pendant la simulation. Quant au garçon d'accent grave côté, il commence à se moquer de la ville d'où vient Aluxia, affirmant que dans un vrai combat, il ne perdrait jamais contre une bande de rustres. Il l'invite donc à un nouveau combat, mais Aluxia refuse. Sur ce, le garçon qui a perdu contre elle fait clairement comprendre qu'il l'attaquera si elle ne fait rien pour se protéger. Juste après avoir dit cela, le garçon tente de la frapper, mais Beryl surgit juste à temps et se retrouve au milieu du coup. Il suggère alors au garçon de ne pas utiliser l'escrime de manière aussi dangereuse, mais le garçon décide de doubler la mise et tente de l'attaquer. Beryl prend alors l'épée du jeune homme d'un seul geste, puis s'empare de l'accessoire pour cheveux qu'Aluxia était allé chercher. Quant au garçon dont l'épée a été jetée, il a saisi des mains d'un des élèves et tente de l'attaquer à nouveau. Mais au milieu de la confusion, le maître du propriétaire apparaît et ordonne au jeune homme d'arrêter. Et quand il voit ses élèves tenter de défier Beryl, l'instructeur les traite d'idiots et affirme que même s'ils unissent leurs forces, ils ne parviendront pas à vaincre Beryl. De plus, l'instructeur conseille à ses élèves de regarder la réalité en face et d'accepter que les élèves de Beryl étaient meilleurs. En entendant cela, Beryl conseille à l'instructeur de se calmer. Après tout, ses élèves traversent une période difficile, et c'est pourquoi ils finissent par agir avec autant d'arrogance. Cependant, l'instructeur s'agenouille devant Beryl et s'excuse au nom de tous ses élèves. Sur le chemin du retour, Aluxia dit que c'est entièrement sa faute, car elle a oublié son accessoire pour cheveux au dojo. Mais en la voyant se culpabiliser autant, Beryl lui dit qu'elle n'était pas responsable de quoi que ce soit non plus. Après tout, il aurait dû l'accompagner au dojo dès le début. Il s'excuse donc auprès d'elle de l'avoir mise en danger, tout en se disant heureux qu'Aluxia n'ait rien eu de trop grave. Dès qu'elle entend cela, la jeune fille se met à pleurer. Beryl en déduit que ses larmes sont dues à la situation qu'elle a traversée. Mais intérieurement, Aluxia se dit qu'elle était simplement très émue par les paroles de Beryl, et que c'est pour cela qu'elle n'a pas réussi à gérer la situation. Eh bien, après quelques jours d'entraînement supplémentaire, Aluxia affronte à nouveau son maître en duel d'escrime, et cette fois, elle parvient enfin à le vaincre. Beryl suppose alors qu'elle est désormais assez forte pour recevoir une épée et mettre fin à ses activités au dojo. Après tout, il estime n'avoir plus rien à lui apprendre. Mais en entendant cela, Aluxia réalise que Beryl fait simplement preuve d'humilité, car elle est certaine de ne pas être encore à ses pieds en tant qu'escrimeuse. Et bien qu'elle ne souhaitait pas quitter le dojo, Aluxia accepte sa décision pour éviter de lui causer davantage de problèmes. Dès sa sortie, Aluxia se fixe comme objectif de prouver que les compétences de son maître sont inégalées, et fait donc son premier pas dans cette direction en passant le test d'entrée dans l'ordre. Et comme personne là-bas n'avait une vitesse égale à celle de son maître, Aluxia réussit à intégrer l'ordre avec les meilleures notes. Dès lors, elle décida de faire quelque chose pour son maître, le faire sortir de cette petite ville pour lui offrir une vie plus digne dans une grande ville, où se trouve l'ordre. Ce faisant, elle s'éleva au rang de commandante et accomplit plusieurs choses, au point de gagner suffisamment de confiance pour engager un instructeur.
Et 10 ans après avoir quitté le dojo, Aluxia parvient enfin à poursuivre son maître et le ramener à l'ordre. Et même après un long moment, Aluxia remarque qu'il a non seulement conservé la même vitesse absurde qu'avant, mais qu'il a aussi amélioré ses compétences. Et puis, de retour au présent, Aluxia rencontre Amblitz et lui demande comment se déroule l'entraînement. Le jeune homme lui répond qu'il ne fait que réviser l'entraînement que Beryl lui avait donné. En entendant cela, Aluxia en déduit que son maître a terminé son entraînement de la journée. Cependant, Amblitz lui répond qu'en réalité, Kuruni a décidé de l'emmener visiter la capitale, car depuis son arrivée, Beryl s'est concentré sur l'entraînement de ses élèves, oubliant complètement de profiter de la capitale. En apprenant qu'une autre fille se promène dans la capitale avec Beryl, Aluxia est légèrement jalouse, car elle aimerait être à la place de Kuruni. Après tout, on pourrait considérer cela comme un vrai rendez-vous. En l'entendant dire quelque chose de légèrement suspect, Amblitz lui demande si elle lui a dit quelque chose. Cependant, Aluxia étouffe l'affaire, affirmant qu'elle n'a rien dit d'extraordinaire. Pendant ce temps, Beryl est ébloui par le nombre de boutiques que compte la capitale. Après tout, c'est tout le contraire de son village, qui ne comptait qu'une auberge et une simple épicerie. Quant à Kuruni, elle prétend que le meilleur endroit pour faire du tourisme est le quartier ouest. Mais Beryl se souvient avoir entendu dire que le quartier nord était le meilleur, car il offre plus d'attractions touristiques, comme le palais et l'église. Kuruni lui rappelle alors que seuls les campagnards aiment ce genre de choses. Et voilà qu'au cours de la promenade, une jeune fille nommée Fils s'approche d'eux et les appelle « maître ». Mais comme d'habitude, il ne se souvient pas d'elle. Fils lui montre alors l'épée qu'il lui a donnée à la fin du dojo et lui demande s'il se souvient d'elle. En voyant l'épée, Beryl force un peu plus sa mémoire et se souvient enfin de la jeune fille. Fils, quant à elle, lui dit qu'elle est là pour acheter des accessoires magiques. La voyant utiliser l'un d'eux, Kuruni se moque d'elle, affirmant que n'importe qui est capable de faire de la magie avec ces objets. Cependant, Fils lui fait comprendre qu'elle est capable d'utiliser la magie même sans l'aide d'objets magiques. Au cours de la conversation, un homme se met à courir après avoir volé le sac d'une femme. Fils parvient cependant à le capturer rapidement en imprégnant son épée de magie et en tirant sur la cible. À un autre moment, Beryl se promène seul dans la capitale, quand soudain, une jeune fille nommée Lucie Diamonde s'approche de lui et se présente comme la commandante du corps magique du royaume de Libri. Alors qu'ils poursuivent leur chemin ensemble, Lucie l'emmène dans un lieu isolé et le provoque en combat, afin de mettre à l'épreuve tout ce qu'elle a appris jusqu'à présent. Et en comprenant la gravité de la situation, Beryl se retirait l'épée pour se défendre des attaques de la jeune fille. Lucie lui demande s'il est prêt pour le combat à venir, et Beryl, à son tour, répond qu'il ne se soucie que de sa défense, car s'il n'en tenait qu'à lui, il ne se battrait même pas. Lucie lui demande alors si elle est à la hauteur de ses attentes pour un duel, et Beryl répond simplement qu'il n'est pas aussi fort qu'elle l'imagine. Cependant, Lucie décide de tout avouer lors de la confrontation et lance une boule de feu magique dans sa direction. Beryl parvient à esquiver l'attaque, mais Lucie continue de l'attaquer avec sa magie de feu. Lorsqu'elle réalise qu'il ne pourra l'attaquer à cette distance, Beryl commence à réduire l'espace qui les sépare en se rapprochant d'elle. Dès qu'il se retrouve face à face avec la jeune fille, il tente de l'assommer avec le dos de son épée pour éviter de la tuer. Cependant, Lucie se protège en créant une couche de feu qui recouvre tout son corps. Une fois cela fait, elle lui conseille de ne pas trop s'approcher d'elle, sinon il finira par brûler. Le voilà. Et quand il voit ce petit aperçu de sa magie, Beryl dit que la fille a vraiment beaucoup d'avantages à avoir la magie du feu comme aide pendant le combat. Cependant, Lucie fait comprendre qu'il n'a pas encore vu tout le pouvoir qu'elle possède. En cela, elle met ses flammes pour le poursuivre partout où il va. Et puis, il recommence à fuir les attaques tout en réfléchissant à ce qu'il faut faire pour sortir de cette situation. Quant à Lucie, elle lui demande s'il a déjà affronté un sorcier auparavant. Et Beryl dit que c'est la première fois qu'il affronte un combattant de ce type. Mais même ainsi, il a déjà réalisé qu'un sorcier est tout simplement le pire adversaire qu'un épéiste puisse avoir, en raison de l'énorme désavantage que les épéistes finissent par avoir pendant le combat. Voyant Beryl immobile, Lucie le surprend avec une lourde pierre de glace. Beryl saisit la pierre avec son épée et la lance vers son adversaire. Mais Lucie détruit l'énorme pierre de glace grâce à sa magie de feu. Remarquant la poussière qui se forme dans l'air, Beryl décide d'en profiter pour l'assommer, mais Lucie parvient à l'attaquer avec sa magie de foudre avant qu'il ne la touche. Puis, elle tente d'utiliser un sort final pour mettre fin au combat. Lucie modifie la gravité, laissant Beryl immobile. Elle commence alors à le regarder d'un air d'adieu, comme si elle allait l'achever sur le champ. Mais peu après, Lucie réalise qu'il ne serait pas amusant d'achever quelqu'un qui ne pouvait même pas se défendre contre son attaque, et abandonne donc le combat. Quant à Beryl, il se dit heureux de voir qu'elle en a assez de se battre. Il lui demande aussi ce qui se serait passé si son pouvoir l'avait touché, et Lucie explique qu'il se serait réduit en miettes, et qu'ainsi, elle pourrait enfin se contenir, puisqu'il serait mort. En entendant son calme, Beryl est légèrement effrayé. Cependant, Lucie affirme qu'il est toujours très fort, mais Beryl continue de faire preuve d'humilité, affirmant qu'il serait mort si elle s'était battue pour de bon. Cependant, Lucie affirme que ses coups ne semblaient pas le faire vaciller, car il semblait toujours froid pendant le combat. Et malgré cette impression, Beryl affirme que le combat n'a pas été facile pour lui. Quant à Lucie, elle l'invite à venir la voir à l'Institut
l'Institut de magie un de ces jours. Mais en entendant cela, Beryl précise qu'il n'a aucun talent magique utilisable, mais qu'il souhaite en apprendre davantage. Lucy, quant à elle, lui confie qu'elle aimerait l'affronter à nouveau lorsqu'il apprendra quelques sorts. Un autre jour, Beryl rencontre Fils à l'ordre des chevaliers, et elle lui annonce qu'elle est là pour vendre certaines de ses potions. Voyant son intérêt pour les potions, Fils lui en offre une, affirmant que c'est pour s'excuser de ce que la commandante Lucy lui a fait la veille, lorsqu'elle a provoqué en combat singulier. En apprenant que cette fille était la commandante de l'Institut de magie, Beryl est stupéfaite. Cependant, Fils explique qu'en réalité, la jeune fille possède des sorts qui la rajeunissent éternellement, et que, de ce fait, personne ne connaît l'âge réel de Lucy. Et pendant la conversation, Fils s'excusait avec lui, car c'est elle qui a parlé de Beryl à son commandant, qui à son tour, a décidé d'aller le voir personnellement. Cependant, Beryl la rassure, en disant qu'elle n'était responsable de rien. Et de plus, il accepte ses excuses normalement, même s'il sentait qu'il était proche de la mort lorsqu'il a affronté Lucy. Dans ce texte, Fils explique que Lucy est une exception, les autres sorciers étant bien plus faibles qu'elle. Et voilà qu'au milieu de la conversation, Aluxia entraîne Beryl à une réunion et lui annonce qu'il sera chargé de former de nouveaux aventuriers, en l'occurrence, de les préparer à leur première mission dans un donjon. En entendant cela, Beryl se souvient d'une époque où il était entré dans un donjon sans aucune connaissance, par pure rébellion juvénile. Et comme prévu, il fut attaqué par un monstre et s'enfuit chez lui, terrifié. Après avoir brièvement discuté de cette mission, il se rendit dans la chambre du comte pour parler au maître de guilde et régler tous les points concernant l'entraînement des aventuriers. Mais à son arrivée, il rencontra Lucy et lui demanda ce qu'elle faisait là. Surna explique alors qu'étant à la tête du corps magique, elle connaît très bien le maître de guilde et qu'elle n'est donc là qu'en visite. Quant au maître, il se lève et se présente comme le maître de la guilde des aventuriers de Libri. Cela dit, il s'approche de Beryl pour le saluer et lui dit qu'il y fait confiance, car de nombreuses personnalités l'ont recommandé pour la mission de formation des aventuriers. Mais Beryl lui répond qu'elle n'a pas pleinement confiance en lui. Lucy affirme cependant qu'elle l'a recommandé et que Beryl n'a donc aucune raison de s'inquiéter de ses compétences pour la mission. En entendant cela, Beryl réalise que personne ne se fie vraiment à son opinion. Après la conversation, le maître de guilde, Nida, présente Beryl à Méjean, son assistant, et lui assure qu'il sera là pour l'aider en cas de besoin. Quant à Méjean, il lui dit que quelque chose le tracasse. Beryl n'est pas assez digne de confiance, n'ayant jamais été aventurier, et de ce fait, n'ayant jamais mis les pieds dans un donjon. Et en entendant cela, au lieu d'être en colère contre l'assistant, Beryl voit en lui l'espoir de ne pas être appelé pour cette mission. Mais en retour, Surna dit que Méjean est très irrespectueux. Et quant à Lucy, elle se demande si Méjean se méfie de sa nomination. Mais il répond qu'il ne s'inquiète que des décisions que prend la guilde. Après tout, ce sont eux qui seront responsables de laisser les aventuriers entre les mains de Beryl. Par conséquent, ils doivent être sûrs qu'il sera un bon conseiller. Et pour bien comprendre l'histoire, Méjean suggère à Beryl d'affronter Surna et ses épées jumelles. Lucy, entendant cela, trouve l'idée excellente de Méjean. Quant à Beryl, il ne sait pas quoi dire, mais finit par accepter, faute de mieux. Dès leur arrivée au camp d'entraînement, ils sont contraints de se battre devant un public, ce qui laisse Beryl quelque peu mal à l'aise. Avant le début du combat, Surna se souvient d'un voyage qu'elle effectuait avec sa famille de marchands. Soudain, en plein milieu de la route, ils furent attaqués par un monstre qui détruisit le chariot qui les transportait. Surna finit par tomber dans un abîme, se dirigeant vers la mort. Mais dès qu'elle atteignit le sol, Surna fut accueillie par Beryl, qui la soignait. Dès que Surna se réveille, déjà chez lui, Beryl lui pose des questions sur elle et ses parents. Mais dès qu'elle entend ces questions, Surna se met à hurler, car elle se souvient du monstre qui a attaqué la calèche dans laquelle elle voyageait avec sa famille. Et voilà que quelques jours plus tard, Surna se réveille et voit Beryl s'entraîner à l'escrime avec une épée en bois, et elle la fixe du regard. Et quand il remarque qu'elle regarde son entraînement, Beryl appelle la fille pour le rejoindre à l'entraînement, et dans les premières minutes de l'entraînement, il remarque qu'elle a une grande capacité à s'accrocher dans les bois. Calme-toi, scénariste, ça va être compliqué. Un autre jour, Beryl ouvre le dojo pour rencontrer ses disciples, et apercevant Surna de loin, il l'appelle pour qu'elle rejoigne ses élèves. À la fin de l'entraînement, Beryl réalise qu'elle serait plus efficace avec 2 épées. Eh bien, dès que les parents de Surna la retrouvent enfin, ils emmènent la jeune fille, qui pleure en disant au revoir à Beryl. Quelques années plus tard, Surna devient aventurière. En discutant avec un autre aventurier, on lui demande pourquoi elle a choisi cette carrière. Surna répond qu'elle ne souhaite qu'explorer le monde, et que le métier d'aventurière est le meilleur moyen de satisfaire ce désir. Au cours de leur conversation, ils sont interrompus par un groupe de bandits qui leur demandent de leur remettre leurs biens s'ils veulent survivre. Mais au lieu d'obéir, Surna les achève d'un seul coup. Ce faisant, elle révèle que sa principale motivation pour devenir aventurière est d'empêcher que d'autres drames comme celui qu'elle a vécu enfant ne se reproduisent. De plus, elle souhaitait mettre à profit tout ce qu'elle avait appris au cours de ces 20 longues années lors d'un combat contre Beryl. Et maintenant, elle en a enfin l'occasion. Pendant le combat, Beryl se dit fière du niveau atteint
atteint par Surna. Après tout, elle semble avoir pris son entraînement plus au sérieux qu'il ne l'imaginait. Bien qu'elle soit forte et rapide, Beryl trouve rapidement son point faible, et ce faisant, la désarme, puis fait trébucher Surna, la projetant au sol. Malgré sa défaite au premier round, Surna est satisfaite du combat et le remercie de lui avoir donné cette opportunité. Pendant ce temps, Nida, restée dans le public, observe le combat et dit que c'était vraiment incroyable à regarder. Quant à Beryl, il l'informe que Surna n'a pas encore complètement maîtrisé sa main gauche, et que c'est pourquoi elle lui a offert une ouverture décisive pour sa victoire. En entendant cela, Surna avoue qu'elle a vraiment besoin de s'entraîner davantage pour être à l'aise avec ses deux mains. Soudain, tout le monde s'approche d'eux, et Méjean s'excuse d'avoir douté des capacités de Beryl au début. Cependant, Beryl dit que ce n'est pas grave, car il est naturel qu'il ait douté avant de le voir combattre. Et voilà, choisi comme guide des aventuriers, Beryl est emmené à la rencontre des trois jeunes gens. Dès leur entrée dans le donjon, les trois disciples achevèrent rapidement les premiers gobelins qui apparurent, laissant Beryl plus détendu, n'ayant pas grand-chose à faire. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à traverser le donjon pour le terminer, ils furent surpris par Zénograble, qui arriva et attaqua violemment Porta. Et face à une créature aussi puissante, Beryl affirme qu'elle a très peu de chance. Mais malgré cela, elle lève son épée pour affronter la créature. Elle demande d'abord si Surna a des potions. Elle répond qu'il lui en reste 2. Beryl profite alors de sa sécurité pour se concentrer sur Porta. Mais Surna prend les choses en main et va aider Porta à sa place, persuadé que c'est ce qu'il voulait dire, alors qu'en réalité, Beryl disait exactement le contraire. Tandis qu'il est distrait par cette situation, Beryl est surpris par le monstre, mais parvient à esquiver l'attaque. Il tente ensuite de toucher la jambe de la créature, mais sans lui infliger des égratignures. Pendant ce temps, Surna court avec Porta vers une grotte pour se mettre à l'abri. Voyant la jeune fille réussir sa mission, Beryl est motivé à poursuivre le combat. Cependant, il reçoit un coup violent qui le projette au sol. Puis, il se relève et attaque à nouveau la créature, lui coupant la queue, la rendant encore plus agressive. L'oiseau s'envole alors avec Beryl pour tenter de le renverser. Mais voyant que cela ne fonctionnera pas, la créature retourne au sol et joue avec Beryl à le sol et de la lave, transformant tout le sol en un feu volcanique. Surna voit alors la lave se rapprocher d'elle et de Porta. Voyant cela, Beryl comprend que le temps presse et attaque à nouveau le monstre de front, lui transperçant l'œil. Mais ce faisant, Beryl finit par détruire son épée. Surna revient enfin au combat, sautant de toutes ses forces sur l'oiseau. Ce faisant, elle transperce l'autre œil du monstre, l'achevant définitivement. À cet instant, la lave au sol disparaît enfin, et Surna remercie Beryl pour son aide, car sans lui, cette situation dangereuse n'aurait pu être résolue. Elle s'excuse également de ne pas être arrivée à temps pour empêcher Beryl de détruire son épée. Mais en entendant cela, Beryl affirme qu'il n'y a aucun problème et demande simplement des nouvelles de Porta. Surna le rassure alors en lui disant que le jeune homme se rétablira bientôt complètement. En considérant la situation dans son ensemble, Surna se souvient des combats qu'elle a livrés contre Beryl et en ressent une certaine nostalgie. Après avoir quitté les lieux, Surna et Beryl retournent voir le maître de guilde, qui est surpris de constater qu'ils ont vaincu un monstre rare, cible des aventuriers depuis longtemps. De plus, ils ont vaincu le monstre tout en protégeant les 3 autres recrues, ce qui rend leur exploit encore plus grand. Et en voyant le maître de guilde impressionné par cet exploit, Surna précise que la plupart des combats ont été menés par Beryl. Par conséquent, elle croit que si ce n'était pas pour lui, tout le monde serait mort. Mais en entendant cela, Beryl essaie de lui rappeler que c'est Surna qui a porté le coup final. Cependant, il est interrompu par le maître de guilde, qui commence à le remercier immensément pour ses actes. Puis, il décide de donner une compensation à Beryl, qui à son tour, refuse. Humblement. Sur ce, l'assistant du maître déclare que le récompenser est le moins qu'on puisse faire pour quelqu'un qui a vaincu une classe noire. Et voilà qu'à un autre moment, la guilde prépare le groupe de secours. Pendant ce temps, Surna, de loin, observe les mouvements de chacun. Elle dit que le maître de guilde a tort de prendre Beryl pour un simple aventurier, mais que, d'un autre côté, Beryl a l'impression de le féliciter plus qu'il ne le mérite. Soudain, Surna, surgit de nulle part, lui présente ses excuses. Beryl lui demande alors pourquoi, et elle dit se sentir coupable de l'avoir entraîné dans une mission aussi inattendue. Après tout, le fait qu'elle l'ait en félicité a poussé le maître de la guilde à s'intéresser à lui. Et par conséquent, il a demandé à Beryl de l'Edril se lance dans cette importante bataille qui va être livrée. En entendant cela, Beryl la console en lui disant qu'elle n'est responsable de rien, même s'il trouve un peu mal à l'aise qu'elle le félicite avec tant d'intensité. Quant à Surna, elle dit que Beryl était très fort et le remercie d'avoir pu participer à cette mission. Mais en entendant cela, Beryl affirme qu'en réalité, c'est lui qui devrait la remercier, car son choix a sauvé la vie de nombreuses personnes, ce qui, pour lui, est digne d'éloge. Cependant, Surna ne peut accepter ses compliments, car elle se croit indigne. Mais en la voyant ainsi, Beryl lui dit qu'elle n'a pas à avoir honte. Après tout, Surna n'est plus une enfant. Un autre jour, Kurumi emmène Beryl chez le forgeron pour réparer son épée. Kurumi, quant à elle, lui dit qu'elle y allait déjà, donc elle ne voyait aucun inconvénient à l'emmener. Mais lorsqu'elle voit Aluxia avec elle, Beryl continue de se sentir un peu mal à l'aise, car elle est presque certaine qu'Aluxia avait du travail et ne devrait pas l'accompagner. Elle explique que le choix de son épée est primordial, et qu'elle doit donc l'aider à choisir la meilleure arme. De plus, elle se souvient que Lysandra lui a déjà trouvé une auberge et que Kurumi lui a fait visiter la ville. Elle
a donc l'impression de ne plus pouvoir lui être utile. Or, lorsqu'ils arrivent chez le forgeron en question, Beryl entend une voix familière. Lorsqu'il regarde la personne en question, il tombe nez à nez avec Baldé, un vieil ami, et découvre avec surprise qu'il est le propriétaire de cette armurerie. Les voyant si proches, Aluxia leur demande s'ils se connaissent. Beryl répond alors que Baldé était aussi l'un de ses élèves, et le plus âgé d'entre eux, car il n'était entré au dojo que pour s'essayer au maniement d'une épée, afin de pouvoir forger des épées avec le regard d'un épéiste. Et même s'il avait un objectif raisonnable, Beryl trouvait un peu étrange de voir un élève aussi âgé parmi les enfants. Mais lorsqu'elle constate que Baldé a réussi à conquérir le magasin de ses rêves, Beryl est heureuse pour lui et le félicite pour cet exploit. Baldé le remercie et lui demande comment il peut les aider. Kurumi lui demande alors d'aiguiser sa dague, mais dès que Baldé examine l'équipement, il lui fait comprendre que la dague est irréparable et qu'elle doit donc en acheter une nouvelle. Kurumi tente alors d'argumenter en lui demandant pourquoi elle doit en acheter une autre. Ce à quoi Baldé répond que sa dague est non seulement émoussée, mais aussi ébréchée et qu'elle est donc irréparable. Voyant l'état de la dague, Aluxia dit que Kurumi ne semble pas savoir tenir correctement son équipement, ce qui l'use plus vite. Beryl lui demande alors quelle sensation cela fait de tenir une dague, et Kurumi répond que la sensation est légère et agréable. À cette réponse, Baldé comprend immédiatement ce qui se passe et affirme que la légèreté de sa tenue en fait la pire arme qu'elle puisse posséder. Beryl analyse alors l'épée à 2 mains Wander et constate qu'elle est parfaite pour Kurumi, car malgré sa petite taille, elle est suffisamment forte pour la tenir. Elle la teste ensuite et constate que cette épée n'est pas aussi légère que sa dague, mais qu'elle n'est pas trop lourde pour la porter. Beryl réalise alors qu'elle a fait le bon choix et Kurumi décide de l'acheter. Mais au moment de ranger le matériel, elle demande pour obtenir des conseils sur l'entretien de l'étui, et la voyant s'interroger, Baldé propose de l'aider. Quant à Beryl, il commence à réfléchir à l'épée qu'il choisira pour remplacer son vieil équipement. Aluxia lui recommande alors une épée personnalisée, compte tenu de ses compétences exceptionnelles. Mais en entendant cela, Beryl répond qu'elle n'a pas besoin de quelque chose d'aussi spécial. Après tout, les épées exposées lui suffisent déjà. Et voilà, en plein milieu de leurs achats, Surna les interrompt. Dès qu'elle la voit, Aluxia trouve étrange qu'ils se croisent autant et insinue que Surna le fait exprès. Dès qu'elle remarque que l'ambiance monte entre elles, Beryl tente de calmer le jeu et demande à Surna ce qu'elle est venue faire dans le magasin. Elle pose sur la table la patte du monstre rare qu'elles ont vaincu et demande à Baldé de fabriquer une longue épée avec ce matériau. Et lorsqu'il voit une jambe d'un monstre aussi rare, Baldé est impressionné, mais il lui demande pourquoi elle recherche une épée encore meilleure. Après tout, celle qu'elle possède devrait déjà lui être utile. Surna répond qu'en réalité, elle veut fabriquer cette longue épée pour Beryl, afin de lui offrir un cadeau pour l'avoir aidé depuis son arrivée à la capitale. Mais en entendant cela, Beryl répète que c'est elle qui a vaincu le monstre et qu'il ne se croit donc pas digne de posséder cette épée. Aluxia, quant à elle, s'oppose à ce que Beryl reçoive ce cadeau de Surna. Après tout, c'est l'institution qui devrait s'en charger. Aluxia affirme donc qu'elle s'en chargera à sa place. Cependant, Beryl refuse également son cadeau, estimant ne pas mériter tout cela. Quant à Surna, elle lui demande d'accepter cette épée en guise d'excuse pour l'avoir entraînée dans ce pétrin. Mais en entendant cela, Beryl reste dans le déni et se demande comment elle va se sortir de cette situation compliquée. Baldé propose alors la solution la plus pratique, lui conseillant d'accepter le cadeau de Surna. Se voyant sans beaucoup d'options, Beryl finit par céder et accepte son cadeau. Cependant, il demande à Baldé de fabriquer une épée ordinaire. En analysant le bonheur de Baldé, Beryl réalise qu'il ne cherchait pas à résoudre le problème immédiatement. En réalité, il souhaitait simplement fabriquer une épée avec ce matériau rare. Baldé, quant à lui, demande à son maître d'attendre jusqu'à une semaine pour qu'il puisse fabriquer une excellente épée, et Beryl accepte sa demande, le laissant travailler dans le délai qu'il souhaite. En quittant l'atelier, Beryl emmène Kurumi s'entraîner à l'escrime avec lui, afin qu'elle puisse se familiariser avec sa nouvelle épée. Après l'entraînement, il rentre chez lui, pensant à Kurumi et à son immense potentiel, persuadé qu'elle deviendra une grande épéiste. Soudain, il tombe sur Meui, qui tente de le voler, puis l'attrape par le bras, lui disant qu'elle ne tolère pas les bandits. Cependant, la jeune fille parvient à se libérer après l'avoir frappé avec de la magie de feu. Elle retourne ensuite chez elle avec 4 autres personnes et jette sur la table tout l'argent volé ce jour-là. Mais voyant qu'elle n'a rien obtenu, les hommes commencent à se plaindre et en déduisent qu'elle a passé la journée à errer en ville sans rien faire. Meui, quant à elle, porte la main à sa poitrine et remarque qu'elle a oublié son collier avec Beryl. C'est encore un de mes amis cette fois. Il sauvera un autre enfant. Il finira par lui enseigner et dans le futur. Et lors d'une autre journée d'entraînement, Randrid y parvient presque Beryl. Cependant, finit par recevoir un coup à la tête, perdant le combat simulé. Beryl loue son excellente performance, car, contrairement à la précédente, Randrid a réussi à le surprendre avec un mouvement inattendu. Malgré ses éloges, Randrid estime qu'il doit encore évoluer. Quant à Beryl, il remarque qu'il devra être plus attentif s'il veut continuer à aider Randrid, car, compte tenu de son évolution rapide, Randrid épuisera probablement ses limites avec Beryl. Et tandis que les deux regardent Kurumi s'entraîner, il remarque qu'elle évolue rapidement, à quel point Randrid commente à Beryl la nécessité pour l'ordre d'améliorer immédiatement sa puissance de combat. Après tout, un gang connu sous le nom de la Main Noire du Crépuscule opère dans la capitale. Par conséquent,
l'ordre a uni ses forces avec la garde royale précisément pour enquêter sur cette affaire, car dès qu'ils découvriront la cachette de ce groupe, ils entreront dans les lieux et élimineront tous les bandits. Mais pour être sûr de réussir la mission, ils doivent être fortement préparés. Eh bien, dès la fin de son entraînement, Kuruni va parler à Beryl et découvre qu'un pickpocket a tenté de le voler la veille, utilisant même la magie du feu pour le maîtriser. Mais finalement, Beryl a réussi à s'en sortir vivant et avec le collier de la fille qu'il avait abandonné. Après avoir entendu toute cette histoire, Kuruni ne comprend pas pourquoi un magicien ferait ça, sachant que les magiciens gagnent généralement de l'argent facilement, donc il n'y a aucune raison pour eux de voler les autres. De plus, Randrid déduit que le collier de la jeune fille est également un objet volé. Apprenant cela, Beryl décide de l'envoyer comme objet perdu, espérant qu'il parvienne à son véritable propriétaire. Randrid lui conseille alors de le remettre à la réception du quartier général de l'ordre, qui saura comment traiter cet objet perdu au mieux. Après avoir déposé le collier à l'endroit indiqué, Beryl retourne arpenter les rues en se demandant qui pourrait bien être la jeune fille qui a tenté de le voler. Après tout, il soupçonne un autre complot derrière cette prétendue tentative de vol. Soudain, il retrouve la fille qui a tenté de le voler et lui demande ironiquement si elle cherchait un collier. Dès que la fille remarque sa présence, elle se met à hurler, lui ordonnant de lui rendre son collier. Mais Beryl lui répond qu'elle a laissé l'accessoire au siège de l'ordre afin qu'il revienne à son propriétaire légitime. Sur ce, il propose de l'accompagner là-bas pour récupérer le collier si celui-ci lui appartient vraiment. Voyant qu'il n'a pas beaucoup d'options, la fille le suit et, pour tenter d'interagir davantage, Beryl lui demande son nom, mais elle préfère rester discrète et lui dit qu'elle n'a rien à lui dire. Cependant, Beryl insiste pour aborder le sujet et lui conseille d'arrêter de faire ce qu'elle fait pour survivre. Mais au lieu de lui répondre, elle détourne le regard, montrant ainsi qu'elle ne se soucie pas de ses conseils. Beryl réalise alors qu'elle est déjà assez mature pour comprendre le bien et le mal, et décide donc de rester discrète. Dès qu'elle récupère le collier, Beryl le lui tend, ce qui pousse la jeune fille à s'approcher de lui. Cependant, Beryl lui dit qu'il ne le lui remettra qu'après une conversation plus sérieuse. Mais en entendant cela, la jeune fille refuse à nouveau tout dialogue avec lui. Soudain, Aluxia se dirige vers eux pour voir ce qui se passe. Mais dès qu'elle aperçoit un enfant à côté de lui, elle en déduit qu'il s'agit de la fille de Beryl. Elles prennent alors une pause pour discuter, et Aluxia découvre alors tout ce qui s'est passé, concernant la tentative de vol dont Beryl a été victime et le collier que la jeune fille a laissé sur les lieux du crime. Lors de la rencontre, la jeune femme se montre confiante quant à sa sécurité, affirmant qu'il est impossible de l'arrêter car il n'y a pas eu de flagrant délit. Et quant à Beryl, il dit qu'en réalité, il n'a aucune intention de la dénoncer. Alors la jeune fille lui ordonne de lui rendre immédiatement son collier. Beryl lui demande d'abord de promettre de ne voler personne. Cependant, la jeune fille change de sujet, affirmant qu'il n'a aucun droit de la faire chanter avec ce collier, car cet accessoire lui a toujours appartenu. Constatant que la jeune fille ne manifeste aucun remords pour le vol et qu'elle ne cessera jamais de commettre des crimes, Aluxia se dit très courageuse, mais lui conseille de mettre à profit son talent de magicienne pour améliorer sa vie. En entendant cela, Beryl ajoute qu'elle est prête à écouter la jeune femme si elle traverse des difficultés. À ce moment-là, la jeune fille finit par se confier et dit qu'elle a besoin de 5 millions de dalks, car c'est la somme qu'elle doit donner à quelqu'un qui a promis de ressusciter sa sœur. Pour obtenir cet argent plus facilement, elle a pensé que le meilleur choix serait de se lancer dans le monde du crime. En entendant cela, Beryl comprend que la jeune fille est manipulée par des personnes maléfiques et Aluxia, quant à elle, demande la permission d'aller résoudre un problème. À ce moment-là, Beryl est seul avec la jeune fille. Remarquant que son estomac gargouille, il sort lui chercher à manger. Pendant que la jeune femme pétrit le pain qu'il lui a apporté, Beryl lui parle de leur situation et lui dit que, même s'il est étrange de voir quelqu'un qui a tenté de le voler devant lui, il compatit à sa situation, car il a vu que la jeune fille était profondément bouleversée. Alors que la conversation se poursuit, Beryl lui demande à nouveau de dire au moins son nom. Cette fois, elle se présente enfin et dit qu'elle est Mewi Freya. Voyant qu'elle s'est désarmée, Beryl décide de lui remettre son collier. Sur ce, Mewi s'apprête à partir, mais avant qu'elle ne puisse quitter la pièce, Lucie se présente à elle comme la commandante du corps magique de l'Hybrion. Mais en entendant cela, Mewi doute de la jeune fille et affirme qu'il s'agit en fait d'une enfant inconnue. Lucie utilise la magie du feu pour chauffer le thé de Mewi, afin de prouver qu'elle ne ment pas sur sa position de commandante. Après cette petite démonstration, Lucie appelle Mewi à l'institut de magie et lui promet qu'elle y sera bien soignée. Cependant, Mewi lui répond qu'elle n'a pas de temps à perdre avec ce genre de choses. Après tout, elle doit trouver l'argent nécessaire pour ressusciter sa sœur au plus vite. En entendant cela, Lucie lui dit la vérité. La magie de résurrection n'existe tout simplement pas. Voyant sa franchise, Beryl tente de la contenir, mais Lucie insiste et affirme que Mewi découvrira la vérité tôt ou tard, et qu'il est donc préférable qu'elle sache maintenant qu'elle a été trompée. Quant à Aluxia, elle demande à Beryl de laisser le reste de la conversation à Lucie, car elle saura mieux gérer la situation. Mewi persiste dans le déni et assure que sa sœur reviendra à la vie. Après tout, elle a vu son corps préservé précisément pour le moment où elle sera réanimée. Mais même après avoir entendu cela, Lucie répète que Mewi est trompée et lui demande de révéler le nom de l'homme qui a promis de ressusciter sa sœur. Lucie se dit prête à le confronter personnellement pour savoir s'il ment. Et s'il dit la vérité, Lucie promet de donner les 5 millions de dalks dont Mewi a besoin. Sur ces mots, la jeune fille révèle enfin qui se cache derrière ce stratagème. Il s'agit de Twilight.
Et dès qu'il reçoit le nom du suspect, Lucy se retourne et demande à Maui de l'emmener immédiatement auprès de l'individu. En entendant cela, Aluxia propose de les accompagner. Cependant, Lucy prévient qu'elle risque d'attirer l'attention si elle se rend sur place. Elle demande donc à Beryl de l'accompagner. Beryl accepte alors de participer à la mission pour venger l'homme qui a osé exploiter les sentiments d'une enfant comme Maui. À mi-chemin, Maui lui apprend qu'elle vivait seule avec sa sœur, comme beaucoup de gens dans son village natal. Mais après la mort de sa sœur, Maui commence à vivre seule. Arrivée au repère de Twilight, Lucy décide d'entrer par la porte principale. Cependant, Maui lui dit que cette porte ne s'ouvre pas et qu'elles doivent donc entrer par l'arrière. Mais en entendant cela, Lucy l'ignore et détruit simplement la porte principale, accédant ainsi au lieu d'une manière ou d'une autre. Après avoir vaincu l'un des gardes, Lucy leur ordonne d'amener immédiatement leur chef. Après tout, elle est là pour parler à Twilight. Informée de l'endroit où se cache le chef, Lucy poursuit son chemin et laisse Beryl s'occuper des autres gardes. Mais dès que les ennemis remarquent que Beryl ne porte qu'une épée en bois, ils se sentent sous-estimés. L'un des gardes tente alors d'attaquer Maui pour se venger d'avoir mené ses gens jusqu'à la cachette. Mais avant qu'il ne puisse s'en prendre à la jeune fille, Beryl s'interpose et frappe l'ennemi, qui tombe d'un seul coup. Pendant ce temps, Lucy rattrape Twilight, qui se montre hostile et l'attaque avec sa magie de glace. Cependant, Lucy parvient à se libérer des pierres de glace grâce à la magie du feu. Voyant que sa dernière attaque n'a eu aucun effet, Twilight commence à faire léviter plusieurs objets. Lucy en déduit qu'il a utilisé cette même magie pour faire léviter le corps de la sœur de Maui, lui faisant croire qu'elle était vivante, alors qu'en réalité, il s'agissait de sa magie. Twilight confirme alors que Maui était en effet très facile à duper, la qualifiant d'enfant idiote. Mais le voyant insulter Maui, Lucy affirme qu'en réalité, c'est lui qui est l'enfant de cette histoire. Elle dissipe ainsi sa magie et parvient ainsi à reprendre le contrôle de son corps. De retour auprès de Beryl, il continue de vaincre les ennemis un par un, même s'il n'a qu'une épée en bois. L'un d'eux insulte à nouveau Maui, la traitant d'ingrate pour avoir trahi Twilight. Soudain, il est achevé par Beryl. Lucy réapparaît, emmenant Twilight paralysé. Elle le jette alors près de Maui et lui ordonne de lui dire la vérité. Il avoue alors l'avoir trompé en prétendant que la magie de résurrection existait. En entendant cela, Maui reprend ses esprits et parle à Beryl pour tenter de se calmer après avoir découvert toute la vérité. Finalement, Maui lui dit qu'il est un vieil homme plutôt étrange, mais au moins, elle lui sourit enfin. Quant à Lucy, elle arrête tous les impliqués dans ce complot et confisque les objets saisis dans la cachette du gang. Soudain, un homme suspect tue Twilight avant qu'elle ne puisse être interrogée par Lucy. Il va alors trouver un homme pour lui annoncer que le complot est terminé et que leur plan ne risque plus d'être divulgué. Et après l'entraînement, Aluxia demande à accent grave parler seule à Beryl. Elle révèle que Twilight est morte pendant l'escorte, victime d'une explosion mystérieuse. Des restes d'accessoires magiques ont été retrouvés à l'intérieur de lui. Aluxia déclare donc enquêter sur cette affaire avec l'aide du corps des mages. Cependant, elle en déduit que Twilight et ses hommes étaient sous l'emprise d'un ordre supérieur. De retour à la boutique de son ami forgeron, Beryl prend l'épée qu'elle avait commandée. Sur le chemin du retour, Lucy et Kuruni abordent le couple. Ils viennent discuter chez elle. Dès leur arrivée, Beryl croise un inconnu. Lucy le présente à tous, Ibroa Allman, le prêtre de l'église de Sven. Beryl se demande alors ce qu'un membre de l'église fait là. Lucy, quant à elle, informe que les accessoires magiques découverts dans Twilight ont été fabriqués dans le royaume de Sven et sont parvenus à Twilight par l'intermédiaire d'un évêque nommé Reveo Sarléon. En échange, l'évêque demande à Twilight de lui apporter des corps. Et pour éviter que ses secrets ne soient révélés, l'évêque a simplement activé l'accessoire magique implanté dans le corps de Twilight. En entendant tout cela, Beryl reste perplexe, car elle ne voit aucune raison pour laquelle l'évêque aurait besoin de corps. Cependant, Allman affirme que Reveo Sarléon veut que ces corps accomplissent le miracle de Sven, qui, dans ce cas précis, est la façon dont l'Église aborde la magie. Et dans le cas de Reveo, Allman pense qu'il utilise les corps pour approfondir ses recherches sur la soi-disant magie de la résurrection, qui, en théorie, n'existe pas. En entendant cela, Beryl dit qu'il devrait faire quelque chose pour empêcher Reveo de continuer à recevoir les corps d'innocents. Cependant, Allman affirme que la situation ne peut pas être résolue si facilement. Lucy l'informe alors que Reveo se trouve actuellement à l'église de Sven, dans le district nord, et que, comme il est proche, l'ordre l'appellera à témoigner le lendemain matin. Par conséquent, Lucy dit qu'il devrait simplement espérer que l'évêque collaborera avec eux et leur révélera la vérité sur ses plans. Cependant, s'il décide de fuir vers son pays d'origine, l'ordre ne peut rien y faire. Puis, Allman demande à Beryl de l'aider à capturer Reveo, au cas où la situation deviendrait intenable. Dans son cas, Allman affirme qu'il ne peut rien faire contre un évêque, compte tenu de sa position hiérarchique inférieure. Quant à Lucy, elle s'énerve à l'idée que Reveo ait réellement commis tous ces méfaits, et si cela se confirme, Lucy lui fait clairement comprendre qu'elle n'a pas l'intention de lui pardonner. Pendant ce temps, Beryl ne pense qu'à Maui et réalise que retrouver le corps de sa sœur serait un moyen d'atténuer un peu sa douleur, car si Maui pouvait au moins lui dire au revoir, cela pourrait déjà l'aider à aller de l'avant. Beryl accepte de travailler avec eux, et Lucy lui assure qu'il sera largement récompensé pour s'être impliqué dans une mission aussi risquée. Cependant, Beryl lui fait comprendre qu'elle ne doit pas trop lui en vouloir, car il ignore le dénouement de cette histoire. Et voilà, lorsqu'elle ouvre la porte pour partir,
Beryl tombe nez à nez avec Mewi, qui continue d'avoir l'air hostile et lui demande ce qu'il fait chez Lucy. Beryl répond qu'elle ne faisait que discuter, puis remarque que Mewi semble être très bien accueilli par tout le monde, ce qui le réjouit. À ce stade, Mewi ne comprend toujours pas pourquoi tout le monde la traite si bien. Et demandez-leur pourquoi il s'en soucie autant avec elle. Dans ce cas, Lucy lui rappelle qu'il est naturel que les enfants soient pris en charge par des adultes. Mais malgré tout, Mewi sent qu'elle n'est pas digne de tout ce soutien, considérant qu'elle a essayé de tromper Beryl dès qu'elle l'a rencontré. Et en échange de cela, elle reçoit de l'argent et même la possibilité d'aller à l'école, quelque chose que Mewi pense ne pas mériter. En la voyant dans cet état, Beryl la comprend, car elle sait que Mewi est simplement désemparée par ce changement soudain dans sa vie. Cependant, il la rassure en lui disant que les enfants ne devraient pas s'inquiéter de ces formalités administratives, qu'elle devrait simplement se détendre et profiter de sa nouvelle vie. En entendant cela, Mewi lui dit d'arrêter de la traiter comme une enfant. Beryl répond qu'elle est toujours une enfant, même si elle ne le pense pas, et il lui assure qu'aucun adulte proche ne la trompera plus, comme Twilight l'a fait. En entendant cela, Mewi reste méfiante et lui demande si elle doit vraiment profiter de la vie et leur faire confiance. Beryl répond par l'affirmative, affirmant qu'avec eux, elle aura un avenir bien plus digne et prometteur, meilleur encore que le sien. Malgré cela, Beryl remarque qu'il lui faudra encore un certain temps pour comprendre que sa vie a bel et bien changé, sachant que Mewi n'a été laissé que pour l'instant. Et, à la nuit tombée, Beryl se rend à l'église où se trouve Reveo et le voit se préparer à fuir la réunion qu'il devait avoir avec l'ordre le lendemain. Beryl tente de se dépêcher, mais est découverte par l'un des hommes de main de l'évêque, qui le reconnaît comme le responsable de la défaite de Twilight. Après tout, il attendait déjà Beryl sur les lieux. Beryl tente de parler amicalement aux chevaliers et évoque la réunion à laquelle Reveo doit assister le lendemain. Cependant, les chevaliers se rassemblent autour de Beryl, affirmant que l'évêque ne partira nulle part. Les trois chevaliers commencent alors à utiliser la magie de renforcement physique pour les aider au combat. Pendant qu'ils se battent, Reveo entre dans l'église et laisse ses hommes de main s'occuper du problème. Beryl assomme le premier chevalier d'un seul coup et remarque que sa nouvelle épée est plus tranchante qu'il ne l'imaginait. Quant aux deux autres chevaliers, ils appellent des renforts et attaquent ensemble pour ne laisser aucune chance à Beryl. Mais au milieu de toute cette confusion, Ficelle surgit et disperse tous les chevaliers grâce à sa magie. Kuruni se rend alors sur place pour l'aider. Beryl, toujours sans comprendre, leur demande ce qu'ils font là. Ils répondent qu'ils passaient par là par hasard et l'ont vu combattre cette horde de chevaliers. Mais, face à cette excuse bancale, Beryl comprend immédiatement leur mensonge. Il profite de leur aide pour poursuivre sa recherche de l'évêque Reveo. Mais dès qu'il aperçoit l'évêque, un cavalier se place entre eux, empêchant toute action de Beryl. Sur ce, Reveo lance un sort pour montrer à Beryl le miracle de l'église de Sven. Dès qu'il a terminé le sort, plusieurs morts sortent de leur cercueil, comme s'ils étaient revenus à la vie. À la vue de tous ces gens, Beryl aperçoit une fille qui ressemble à Mewi et en déduit qu'il s'agit de sa sœur. Sur ce, ces personnes se dirigent vers lui comme si elles voulaient l'attaquer. Et quant à Beryl, il dit que ce que fait Reveo est loin d'être un miracle. Après tout, il utilise simplement la magie pour faire bouger les cadavres, mais ils ne sont certainement pas vivants. Eh bien, quand vous vous retrouvez entouré de tous ces hommes, Beryl leur coupe toutes les têtes, les obligeant enfin à arrêter de le poursuivre. Et à la fin, il achève la sœur de Mewi, mais s'excuse avant de lui passer la lame dans le cou. Après cela, le chevalier à côté de Reveo utilise la magie de renforcement physique sur lui-même et passe à l'attaque. Durant le combat, Beryl remarque que son adversaire possède une plus grande variété d'attaques que Surna, et attaque avec plus de force que Amblitz, ce qui en fait un ennemi redoutable. Soudain, le chevalier parvient à porter un coup à Beryl, qui prend alors le combat plus au sérieux, car elle estime qu'elle ne peut pas laisser ses gens s'en tirer impunément après avoir ainsi joué avec la vie d'innocent. Beryl parvient à porter un coup au visage du chevalier, qui est surpris de constater qu'il a été touché malgré le miracle divin. Le chevalier l'attaque alors avec encore plus de détermination et parvient à infliger plusieurs coups à Beryl. Se retrouvant complètement acculé, Beryl se concentre sur son coup suivant et parvient à infliger une profonde entaille à la poitrine du chevalier, qui tombe à son tour au sol, déjà sans force, mais se relève peu après, l'air de quelqu'un qui ne veut toujours pas céder. Le chevalier se dirige alors vers Beryl, crachant du sang partout, mais il persiste, persuadé qu'il est encore capable de poursuivre le combat, prêt à donner sa vie pour ce miracle. Mais dès qu'il s'approche de Beryl, le chevalier perd ses forces et tombe à terre, laissant tomber son épée. Beryl lui demande alors pourquoi il va si loin, mais le chevalier ne lui répond pas directement, se contentant de dire que Beryl ne le comprendrait pas. Après avoir dit cela, le chevalier finit par s'évanouir. Beryl partage son avis, car elle ne comprend vraiment pas pourquoi il est allé aussi loin. Quant à Reveo, il est capturé, mais il se moque de la situation, affirmant que son arrestation ne changera rien à ce qu'il a fait. À un autre moment, Beryl confie à Lucy qu'elle n'a rien pu faire pour Mewi, car elle est encore triste de ne pas avoir pu ramener le corps de sa sœur. Lucy, quant à elle, décide de laisser cette affaire de côté et de se concentrer sur la récompense promise, une résidence pour la capture de Reveo. Beryl, ravie de sa récompense, songeait déjà à trouver un logement permanent. Mais dès qu'elle entre dans la maison, elle aperçoit Mewi en train de dépoussiérer. Lucy raconte alors à Beryl sa conversation avec Mewi concernant ses études. À la fin de la conversation, Mewi accepte de s'inscrire dans une école et de mener une vie étudiante normale. Beryl est heureuse
heureuse pour elle. Cependant, Lucy dit qu'il faut encore décider si Maui vivra dans cette maison avec Beryl ou non. Après tout, elle aura besoin d'un tuteur pour s'inscrire à l'école, et Lucy pense que Beryl est parfaite pour remplir ce rôle. Cependant, concernant le logement, Lucy dit que la fille peut continuer à vivre avec elle, mais Maui devra encore décider où elle vivra. En entendant cela, Beryl dit qu'elle ne s'attendait pas à une telle tournure des événements. Lucy, quant à elle, dit à Maui que Beryl a fait un excellent travail la veille pour elle. Lucy lui dit alors qu'il est temps pour Maui de commencer à croire en la bonté des adultes qui l'entourent. Maui finit par l'écouter et décide de vivre avec Beryl dans sa nouvelle maison. Et après avoir réalisé combien le temps a passé, Beryl remarque que même si cela fait un moment, il ne s'est pas encore complètement adapté à la situation. Soudain, Maui quitte la pièce et se met à table avec lui. Se retrouvant à vivre avec une adolescente comme si elle était sa fille, Beryl trouve la situation étrange, car elle ne s'est pas encore habituée à cette nouvelle réalité. Il tente de parler de nourriture avec la jeune fille, mais Maui, à son tour, reste toute la conversation à lui répondre sèchement, affirmant simplement qu'elle peut manger tout ce qui lui sert. Quant à lui, Beryl tente de se montrer digne en proposant de laver ses vêtements, mais Maui refuse et décide de les laver elle-même. En entendant cela, Beryl remarque que la jeune fille est assise trop loin de lui, ce qui le met légèrement mal à l'aise. Soudain, Maui demande à nouveau à aller aux toilettes, et Beryl lui rappelle qu'elle est chez elle. Elle lui demande donc de ne pas paraître trop formelle. Maui le comprend alors et dit qu'elle ne demandera plus la permission désormais. Et voilà, en quittant la maison, Beryl se promène dans la ville et se surprend à réfléchir à la direction que sa vie a prise. À ce stade, il sent qu'un défi de taille l'attend si Maui continue à être sur la défensive. Il essaie donc de trouver une solution pour corriger l'attitude de la jeune fille. Beryl reprend alors la parole et lui explique que les kebabs qu'il mange sont généralement les préférés des filles de la ville. Il lui demande ensuite si elle les a également appréciés. Maui commence alors à s'ouvrir un peu plus à lui, répondant aux questions de Beryl avec un peu moins de froideur. Voyant que sa première mission pour lui parler a été un succès, Beryl passe à l'étape suivante, emmener la jeune fille voir une pièce de théâtre. Avant même d'entrer, Beryl explique qu'étant originaire de la campagne, il n'a jamais eu l'occasion d'aller au théâtre, même s'il aimerait vraiment y aller un jour. Il lui demande alors si elle serait intéressée par la pièce avec lui. Maui répond positivement. L'après-midi venu, ils quittent le théâtre et discutent brièvement de la pièce qu'ils viennent de voir. Bien que Maui ait un avis différent sur l'intrigue, Beryl précise que l'important est qu'elle ait apprécié l'expérience. Le lendemain, Maui quitte la maison pour l'école. Beryl la suit et lui dit qu'il devra l'accompagner pour s'assurer qu'elle arrive à l'école en toute sécurité, puisqu'il est désormais son tuteur. Lorsqu'ils arrivent à l'institution magique, Beryl, perdu devant l'immensité des lieux, leur dit qu'ils doivent d'abord trouver la secrétaire. Mais après quelques pas, ils sont surpris par Kinra, l'une des enseignantes de l'institution. Remarquant leur perte, elle propose de les emmener à l'endroit où Maui doit se rendre. Au beau milieu de l'interaction avec l'enseignante, Beryl remarque que Maui peine à parler normalement à un inconnu et est enchantée par la gentillesse qu'elle dégage. Quant à l'enseignante, elle remarque la nervosité de Maui et la calme, lui demandant de simplement l'accompagner. À mi-chemin, Beryl remarque les finitions de l'école et constatant que toutes les fenêtres sont en verre, elle en déduit que cette école est vraiment la meilleure du pays. Après tout, ce type de matériel est bien plus rare à la campagne où il vivait. Soudain, Kinra rompt le silence et demande qui leur a fait connaître l'institution. Beryl lui répond alors qu'elle a découvert l'école grâce au commandant du corps magique. Et lorsqu'elle apprend qu'ils ont été recommandés par le directeur de l'école, Kinra est surprise par eux deux. Eh bien, dès qu'elle croise deux élèves au hasard de l'école, Kinra est accueillie par les filles, qui lui témoignent un respect total. À cela, Beryl est étonné dès les niveaux d'éducation des élèves de cette école, et Kinra, à son tour, remonte le moral de ses élèves, affirmant qu'ils peuvent devenir les plus grands sorciers du pays. Après tout, ils possèdent déjà une compétence essentielle, une éducation exemplaire. Quant à Beryl, il s'inquiète pour Maui, car il doute qu'elle puisse s'adapter à un tel niveau de formalité. Lorsqu'il se rend en salle des professeurs, Kinra rejette le test d'aptitude de Maui, car, ayant été recommandée par la directrice elle-même, elle croit en son potentiel. Cela dit, l'enseignante lui demande si elle a déjà choisi sa spécialisation. Mais en entendant cela, même Beryl ne comprend pas ce que l'enseignante essaie de dire. Kinra explique qu'il existe plusieurs systèmes de magie et que, par conséquent, les élèves doivent choisir celle dans laquelle ils se spécialiseront. Maui répond alors qu'elle ne sait lancer que la magie du feu. Et même si cela peut paraître restrictif, Kinra suggère d'investir dans la magie offensive, car elle pense que ce système lui convient mieux. Kinra demande ensuite à la jeune fille si elle compte rester au dortoir de l'école ou poursuivre ses études dans son établissement d'origine. Apprenant que les élèves ont un logement, Beryl souhaite mieux connaître l'environnement. Une fois sur place, Maui est impressionné par l'organisation et les chambres luxueuses. Après avoir quitté l'école, Beryl réalise que ce serait une bonne idée de laisser Maui vivre à l'école. Mais se rappelant qu'elle devrait être avec d'autres enfants de son âge, il se demande si elle s'adapterait à cet environnement. Incertain de sa réponse, Beryl décide de vivre avec lui encore un peu, afin de pouvoir au moins aller à l'école, déjà un peu adapté à la vie en société. En chemin, Beryl tente de renouer la conversation avec elle, mais comme toujours, elle continue de lui répondre sèchement. Beryl en déduit qu'elle n'est pas habituée aux personnes âgées, mais qu'elle sent
s'en sortirait peut-être mieux avec d'autres personnes du même âge. En se rendant au restaurant, Beryl trouve Surna à l'une des tables et décide de la rejoindre. Mais dès que Surna le voit accompagné d'une autre fille, elle le regarde avec colère et lui demande qui est cette jeune femme à côté de lui. En entendant cette question soudaine, Beryl commence à se fatiguer avant même d'avoir commencé cette longue et épuisante histoire. Il commence alors par présenter Mewi à Surna et lui dit qu'il vit avec elle, puisqu'elle est désormais sous sa responsabilité. Mais dès qu'elle entend cela, Surna s'étouffe avec son verre. Cependant, elle essaie de faire semblant de ne pas être perturbée et dit que cela ne la regarde pas. Beryl change alors de sujet et lui demande des précisions sur son travail. Surna explique qu'il y a eu beaucoup de chasse aux monstres près de la capitale à cette époque de l'année. En entendant cela, Beryl en déduit qu'un monstre a tendance à apparaître plus fréquemment à cette période. Cependant, Surna le corrige et affirme qu'en réalité, cela se produit à cause d'une délégation de Svenediardvania, une réunion annuelle entre alliés visant à rassembler les groupes pour combattre les monstres et sécuriser la ville. Au cours de la conversation, Beryl laisse Mewi partir s'il le souhaite, car il devra tout de même passer par le quartier général de l'ordre avant de rentrer chez lui. Mais avant que Mewi ne puisse partir, Beryl annonce à Surna qu'elle va intégrer l'institution magie. Il lui demande alors de remonter le moral de Mewi, afin de l'aider à affronter ce nouveau défi avec plus de confiance. En entendant cela, Surna commence à faire tout le contraire. Parce qu'au lieu de lui remonter le moral, elle fait tout le contraire, en disant que cette école est réservée aux meilleurs. Alors elle garantit que le voyage ne sera pas de tout repos. Et puisque Mewi a Beryl comme maîtresse et gardienne, Surna affirme qu'elle n'a pas le droit d'échouer, car elle a le couteau et le fromage en main. En entendant cela, Mewi confirme les dires de Surna, affirmant que Beryl est effectivement très forte. Cependant, au milieu de ses paroles, elle utilise l'expression « vieille dame » pour désigner Beryl, ce qui irrite visiblement Surna. Beryl, quant à lui, tente d'apaiser le climat entre les deux, ce qui fait que Surna se reprend et affirme qu'elle n'a agi que par instinct pour le défendre, le considérant comme le maître le plus exceptionnel de tous. Mais en la voyant lui remonter le moral à ce point, Beryl répète qu'elle est une personne normale. Mewi, quant à elle, confirme que Beryl est bel et bien un excellent maître. En entendant cela, Surna sourit à nouveau et se dit heureuse de savoir que Mewi le reconnaît. Beryl, quant à lui, remarque que Mewi s'est un peu détendu en parlant à Surna, ce qui le fait réfléchir. Surna lui dit alors qu'elle voit du potentiel en Mewi, car même si elle manque de bonnes manières, elle n'est ni trompeuse ni fausse. Beryl acquiesce, mais ajoute que Mewi a besoin d'un environnement propice pour développer ses compétences. Lorsqu'elle rencontre Lucie, Beryl lui confie le choix difficile de laisser Mewi au dortoir de l'école ou chez lui. Lucie lui suggère alors de la laisser vivre au dortoir. Au beau milieu de la conversation, Fils s'approche d'eux et se rend sur place pour lui remettre des rapports. Lucie profite de sa présence pour lui demander où la jeune fille logeait lorsqu'elle étudiait à l'établissement. Fils répond qu'elle a séjourné au dortoir de l'école, car c'était bien plus pratique que de devoir venir à l'école tous les jours. Après cette conversation, Beryl est convaincu que la meilleure décision est de laisser Mewi au dortoir. Dès son retour, Beryl est informé par Mewi d'un bruit étrange provenant d'un tiroir. Il enlève alors les meubles et découvre un trou secret derrière le mur. Peu après, une nuée de rats en surgit. Voyant cela, Beryl commence à les effrayer avec un balai. Mewi tente de le convaincre de les laisser là, mais Beryl lui répond qu'elle les effraie justement pour éviter de se faire mordre et d'attraper une maladie. Une fois la plupart des rats attrapés, Beryl peine à en attraper un dernier. Mewi l'aide alors à attraper le rat, ce qui le soulage, car il sent que la jeune fille s'ouvre davantage à lui. Soudain, alors qu'il prépare le dîner, Mewi va voir Beryl pour cuisiner avec lui. Une fois le dîner terminé, il la remercie de son aide, car ils ont ainsi pu préparer le dîner plus tôt que prévu. Quant à elle, Mewi explique qu'elle essaie simplement d'améliorer ses compétences culinaires, car elle pense qu'elles seront nécessaires immédiatement. Mais en entendant cela, Beryl lui rappelle qu'elle aura à manger à l'école et qu'elle n'a donc pas besoin de se précipiter pour apprendre à cuisiner. Cependant, Mewi lui répond qu'en réalité, elle n'ira pas au dortoir de l'école, mais qu'elle continuera à vivre avec lui, car elle souhaite l'aider aux tâches ménagères, en guise de remerciement pour son séjour. Lorsqu'il rencontre Beryl à l'entraînement des chevaliers, Alucia demande à lui parler d'un sujet très important. En entendant cela, Beryl reste silencieuse, attendant simplement qu'elle aborde le sujet important. Alucia brise alors l'ambiance en disant que Beryl ne recevra que des vêtements neufs. Au cours de la conversation, Alucia commente l'arrivée imminente de la délégation de Svenediardvania à Baltrin. Beryl l'informe alors qu'elle en avait déjà entendu parler par Surna. Déçue de ne pas avoir pu lui transmettre l'information en premier, Alucia met sa colère de côté et aborde le sujet principal. Alucia les informe que l'ordre a reçu une mission spécifique, protéger les autorités pendant leur séjour. Elle ajoute qu'elle compte organiser une rencontre entre les familles royales des deux pays, ce qui serait une excellente occasion de faire connaître Maître Beryl. Cependant, Beryl, entendant cela, trouve qu'ils exagèrent un peu. Alucia lui rappelle cependant qu'il est un instructeur occupant un poste très important et qu'il a un lien avec la royauté, et qu'il devrait donc se considérer comme tel. En y réfléchissant davantage, Beryl réalise qu'elle a parfaitement raison et décide d'agir comme elle le lui demande. Quant à Alucia, elle répète qu'elle va aborder le sujet
sujet principal, car tout ce qu'elle a dit jusqu'alors n'était que le début de la conversation. Comme Beryl doit rencontrer la famille royale, Aluxia lui rappelle qu'il doit être habillé convenablement. Beryl, entendant cela, continue de traiter la situation avec légèreté et dit qu'elle cherchera une meilleure tenue dès qu'elle aura plus de temps. Aluxia remarque alors qu'il aborde le sujet de manière évasive et lui propose de l'emmener chez un tailleur de la capitale le lendemain. Elle lui conseille donc de prendre un peu de temps en fin d'après-midi pour qu'il puisse s'en occuper. Après la conversation, Aluxia se lève pour retourner au travail. Beryl, quant à lui, se sent un peu mal à l'aise, car il a besoin qu'on s'occupe de lui, même pour s'habiller. Kuruni, quant à elle, trouve étrange qu'Aluxia soit si attentionnée avec lui, et en déduit que c'est parce que Beryl est son maître. Cependant, elle se demande s'il n'y a pas une autre raison derrière tous ces soins. Et voilà, à la tombée de la nuit, Beryl rentre chez lui et tombe sur un mot et une boîte. Il ouvre la lettre et découvre qu'une personne anonyme lui a envoyé ce cadeau en guise de remerciement, sans toutefois expliquer précisément comment ils se connaissent. Alors qu'elle s'assoit pour manger avec Mewi, Beryl l'informe de la mission qu'elle s'apprête à entreprendre. Elle assurera la sécurité de personnes importantes. Comme cette mission nécessite une préparation préalable, Beryl annonce qu'elle sortira le lendemain après-midi pour acheter de nouveaux vêtements avec Aluxia dans la capitale. En entendant ce nom, Mewi se souvient d'elle comme de la fille de l'ordre, et Beryl, quant à lui, l'invite à faire du shopping avec elle, car Mewi connaît déjà Aluxia et pense qu'elle ne sera pas timide en sa présence. Mais face à cette invitation soudaine, Mewi refuse. Beryl tente de la convaincre, affirmant qu'Aluxia s'entend très bien avec les enfants, mais Mewi refuse à nouveau, mais cette fois d'un ton ferme. Voyant qu'elle était visiblement contrariée, Beryl se demande pourquoi elle a agi ainsi. Après tout, il se sent toujours incapable de comprendre les filles de cet âge, surtout Mewi. Le lendemain, il retrouve Aluxia pour faire du shopping, et dès qu'il la voit tout habillée, Beryl est légèrement déconcerté. Remarquant son expression, Aluxia lui demande ce qui s'est passé. À ce moment-là, Beryl commande ses vêtements et dit qu'elle ne l'avait jamais vu ainsi. Et Aluxia, à son tour, lui rappelle qu'ils vont chez un tailleur. Il était donc naturel qu'elles ne se rendent pas dans un tel établissement en armure. Cela dit, ils se rendent tous les deux chez le tailleur. Quant à Kuruni et Randrik, ils restent cachés dans un coin, curieux de savoir où se rendent Aluxia et Beryl. Dès leur arrivée à l'établissement, Beryl est perdue face à toutes ses options vestimentaires et craint de choisir des vêtements peu élégants, faute de goût. Elle décide donc de laisser cette tâche à Aluxia. Cependant, dès qu'elle prend le premier vêtement, Beryl le trouve étrange, car il n'est pas habitué à des vêtements aussi sophistiqués. Le commerçant, quant à lui, complimente le choix d'Aluxia, lui disant qu'elle a bon goût. Voyant que lui-même approuve son choix, Beryl est encore plus perplexe et leur dit que ce vêtement lui semble trop voyant, quelque chose qui ne lui va pas du tout. Beryl suggère alors d'essayer quelques pièces supplémentaires avant de choisir celle-ci. Le commerçant lui désigne alors une cape beaucoup moins voyante, et en la voyant, Aluxia lui dit qu'elle est trop simple pour l'occasion. Beryl, quant à elle, lui dit qu'elle l'aime bien, car elle s'accorde parfaitement avec sa simplicité. Aluxia demande alors au commerçant de leur réserver ce morceau. Après tout, ils doivent encore visiter d'autres magasins. Mais d'abord, Beryl décide de l'emmener manger quelque chose avant de poursuivre leur tâche. Pendant ce temps, Kuruni, debout dans un coin, observe la scène et confie à Randrik qu'il y a une certaine complicité entre eux. Et puis, lorsqu'il se dirige vers un restaurant du coin, Beryl se sent intimidée par la classe du restaurant et affirme qu'elle ne serait jamais allée seule dans un endroit pareil. Quant à Aluxia, elle finit par s'emballer et dit à voix basse qu'ils ont un vrai rendez-vous. Beryl la remarque alors en train de murmurer et lui demande ce qui s'est passé, mais Aluxia s'en cache, affirmant n'avoir rien dit. Pendant ce temps, Randrik observe Aluxia de loin et remarque qu'elle est plus heureuse que d'habitude ce jour-là. Quant à Kuruni, elle prend une décision. Ils sont bel et bien en rendez-vous. Mais en entendant cela, Randrik la corrige. Le commandant et Beryl ne sont pas en rendez-vous, car, selon cette logique, Kuruni et lui seraient également en rendez-vous. À la tombée de la nuit, Beryl et Aluxia rentrent chez elle. En chemin, Aluxia se souvient de l'époque où elle pleurait enfant. Beryl avait alors tenté de contourner le problème en l'emmenant manger. Cependant, le temps ne le permettant pas, elles n'y sont pas parvenues. Voyant que les choses s'étaient arrangées, Aluxia lui annonce qu'elles ont finalement réussi à manger ensemble, comme convenu. Et voilà, arrivée au point d'adieu, elles se séparent. Mais avant qu'Aluxia ne puisse quitter son champ de vision, Randrik va la voir et s'excuse d'avoir passé la journée à l'espionner. Découvrant qu'elle était surveillée tout le temps, Aluxia reste calme, sachant qu'elle n'a rien fait de honteux. Randrik décide alors d'être plus direct et lui demande ce que Beryl représente pour elle. Et le lendemain, Kuruni va voir Randrik et s'excuse d'avoir fugué la veille. Après tout, elle a été plus qu'effrayée en voyant qu'il avait l'intention de dire à Aluxia qu'il l'espionnait. La voyant si inquiète, Randrik la rassure et lui dit qu'il ne lui a pas dit qu'elle était avec lui à ce moment-là. Kuruni, à son tour, lui révèle qu'elle n'était pas très heureuse de la situation, considérant que c'est elle qui l'a appelé pour espionner le commandant. Et soudain, ils sont interrompus par Aluxia, qui vient les saluer. Cependant,
Kuruni, toujours effrayé, s'enfuit en la voyant. Aluxia ne comprend pas ce qui ne va pas chez Kuruni, et Randrik, lui, se souvient de la réponse du commandant. Aluxia avait alors déclaré que ses plans avec Beryl n'avaient pour seul but que de le rendre heureux. De retour au présent, Aluxia s'excuse d'interrompre l'entraînement des chevaliers et annonce qu'elle devra utiliser la salle un moment. Dans ce cas, elle compte provoquer Beryl en duel dès son arrivée. Randrik est surpris par son idée. Cependant, Aluxia affirme qu'elle souhaite simplement souligner que Beryl est assez fort pour se tenir en présence de la famille royale et que, pour le prouver, elle doit prouver à tous qu'il est capable de la défier à armes égales. Randrik comprend alors qu'elle a raison. Après tout, même si Beryl perd ce combat, il sera toujours très respecté pour avoir combattu Aluxia en se donnant à fond. Mais même s'il a compris la raison de ce combat, Randrik demande s'il y a une autre raison pour laquelle Aluxia souhaite affronter Beryl. Aluxia propose alors de parier avec lui. Si elle parvient à le vaincre, elle lui confiera un de ses vœux. Après cela, elle quitte les lieux, et Kuruni retourne voir Randrik pour lui demander de quoi il parlait exactement. En apprenant le duel qui aura lieu entre le commandant et Beryl, et le vœu qu'Aluxia compte lui confier, Kuruni en déduit qu'elle se déclara à Beryl après le combat. Après tout, Aluxia souriait beaucoup la veille, aux côtés de Beryl. Quelques minutes plus tard, Beryl arrive enfin dans la salle et est rapidement défié par Aluxia. Le combat commence alors, et Beryl subit déjà la pression d'une attaque d'Aluxia, qui, dans la plupart des cas, aurait vaincu n'importe qui. Cependant, Beryl compte bien rester invaincu quelques minutes de plus, afin de pouvoir au moins lui servir d'échauffement. Pendant le combat, Aluxia se dit satisfaite, car elle a l'occasion de montrer à sa maîtresse à quel point elle a évolué ces dernières années. Quant à Beryl, il la félicite en retour, affirmant qu'elle a effectivement évolué de façon incroyable. Après ce bref dialogue, Aluxia l'attaque à nouveau. Beryl remarque alors que ses mouvements ne sont pas aussi rapides qu'il imaginait. En réalité, Aluxia ne fait que bouger ses genoux, ce qui donne l'impression que ses mouvements sont inattendus. Bien qu'il l'ait découvert, Beryl sent que cette information ne suffira pas à parer ses coups rapides. Il la met donc à terre à main nue, car dans un combat libre, comme le propose Aluxia, tout est permis. À la fin du combat, ils sont surpris par le son des cloches, indiquant qu'il est temps pour eux de prendre leur pause déjeuner. Quant à Kuruni, elle se rend auprès d'Aluxia et lui demande quel vœu elle comptait faire à Beryl si elle gagnait. Aluxia déjoue les attentes de Kuruni en lui disant qu'elle ne lui demanderait que quelques vêtements. Voyant qu'elle n'avait pas l'intention de déclarer son amour à Beryl, Kuruni, gênée, décide de se dépêcher d'aller déjeuner. Ce soir-là, Beryl parle à Mewi de sa dispute avec son élève et se dit heureuse de l'avoir évolué autant. En écoutant attentivement tout ce qui s'est passé, Mewi en déduit qu'Aluxia l'apprécie, mais Beryl lui conseille d'arrêter là, car après tout, il ne considère Aluxia que comme son élève. Oh, si elle entendait ça, elle pleurerait, mais elle le ferait de pleurer trop. Et si tu veux la suite, laisse un like et abonne-toi. Je te retrouve certainement dans la prochaine vidéo, j'y suis allé.